ayant passé plus de 10 ans dans les ressources humaines, tu as compris en fait qu'est-ce qui manquait aux Congolais. Qu'est-ce qui nous manquait en fait pour avoir de l'emploi, être prêt professionnellement. Rentrer dans ma chambre d'hôtel, j'ai pas pu dormir parce que quand je regardais les CV des jeunes là, j'ai pas pu fermer l'œil toute la nuit. Ok, il y a la fondation Bill Clinton qui recherche des idées euh, sur, euh, sur comment résoudre le problème de l'emploi des jeunes au monde. Si vous avez des idées, le lien est là, mettez cette idée euh, en ligne pour qu'ils évaluent ça et puis ils vont vous donner le feedback. Bon, quand j'ai vu ça, on parlait de l'emploi des jeunes, l'idée était déjà là. Ce que j'ai fait, c'est juste copier-coller. C'est de là que tout est parti. Je suis parti à New York, j'ai rencontré le président Clinton. Il a reconnu cette idée en face des gens. On nous a mis en contact avec des sponsors potentiels, mais ces sponsors n'ont pas. C'est ça. Donc, je reçois Jean-Marc Merci qui a plus de 15 ans d'expérience en ressources humaines et il est coach de carrière. C'est-à-dire, il aide les gens à évoluer, à avancer dans leur choix de carrière. Et nous allons discuter de beaucoup de choses. Je connais Jean-Marc comme un ami, on a travaillé ensemble, on a eu beaucoup d'expériences ensemble. Et c'est vraiment un privilège pour moi et une joie. Je vais dire, c'est un honneur qu'il ait accepté de participer à ces podcasts. Le but, c'est de pouvoir parler en fait des carrières, parler d'entrepreneuriat et essayer d'inspirer les autres, les jeunes. Alors donc, si j'ai une question à te poser, c'est vrai, on a eu à travailler ensemble, mais je ne connais pas assez de ton histoire. Ce qui est vrai, je ne connais pas assez de ton histoire. Nous nous sommes rencontrés à Yali qui est Young African Leaders Initiative, un programme du président Obama. C'est là que nous nous sommes rencontrés et pof, et on a fait des choses en fait ensemble. Mais j'ai besoin de connaître en fait cette histoire-là. Parle-moi un peu de ton contexte. Euh, et moi, je te connais que tu es un génie. Beaucoup de gens vont peut-être l'apprendre. Mais je voudrais savoir un peu ces contextes-là de ton enfance, de tes études et ce qui t'a amené là où tu es. Qu'est-ce qui a façonné en fait Jean-Marc Merci? Ah, c'est une longue histoire, hein. Je ne pense pas que on pourra parler de toute cette histoire dans un épisode de podcast. Mais, On en aura mais je 15 vais quand s'il même le essayer. faut. On aura Oui, 15 oui. épisodes avec toi s'il le faut. Oui, mais je vais quand même essayer de résumer ma petite histoire en quelques minutes de podcast. Alors, je commence par le début ou la fin ou l'actuel. Je sais pas. J'ai Donne, toujours donne, tendance. Donne-nous le grand point. Ce que tu penses Oh, sera ouais, essentiel pour ces jeunes, ces gens qui nous écoutent, ce qui peuvent leur inspirer. ouais. L'essentiel. Bon, je vais donner l'essentiel. Je ne vais pas raconter mon enfance. Peut-être dans un autre podcast, on va parler de mon enfance, là où j'ai grandi, là où j'ai étudié. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis quelqu'un qui aime chercher les solutions là où il semble impossible de trouver une solution. Je vais peut-être commencer par mon parcours universitaire à Kinshasa. Euh, j'ai débarqué à Kinshasa en 2002 et je suis allé à l'université de Kinshasa. Mais après une année d'études, je me rends compte que le système éducatif n'est pas adapté à mes ambitions. Beaucoup de mes collègues ne seront peut-être pas contents que je dise ça. Ils vont peut-être avoir l'impression que je dénigre l'université ils ont étudié. Loin de moi cette idée-là. Mais j'avais une ambition de euh, contribuer d'une certaine manière à mon pays et mon parcours à l'université de Kinshasa m'a beaucoup déçu parce que d'abord, en regardant le programme universitaire, j'étais pas très satisfait
je n'ai fait qu'une seule année à l'université, dans la faculté d'économie. Alors, cet échec-là, je dirais, bon, c'était pas un échec, c'était plutôt une sorte de, de découverte des réalités du système éducatif, m'a un peu ouvert les yeux au point où j'ai décidé de ne pas continuer mes études au Congo, mais de me lancer dans le parcours académique à distance. J'étais peut-être parmi les premiers à l'époque à commencer à suivre des cours à distance. Donc, je me suis inscrit déjà en 2000, 2004, 2005 dans une université en Afrique du Sud pour avoir mon diplôme de licence à distance. J'étais peut-être parmi les premiers Congolais à faire ça à l'époque parce que j'avais fait quand même une petite enquête. Et alors, comment ça se passait? J'allais faire mes examens à l'ambassade de l'Afrique du Sud où parfois j'étais seul dans la salle d'examen. Parfois, je voyais il y avait une Zambienne qui venait. Donc, on était deux parfois dans la salle à faire les examens. C'était, j'étais vraiment choqué de constater que bon, j'avais l'impression de ne pas être normal parce que, euh, parce que j'avais l'impression de marcher. Tu sais, parfois, dans la vie, on est obligé de marcher, d'arpenter des chemins où on est seul à marcher. Et ça nous ouvre les yeux, ça fait qu'on est en quelque sorte, sans le vouloir, hein, on devient en quelque sorte une sorte de pionnier, une sorte de, de pionnier en matière d'éducation à distance. Et donc, ça déjà, c'est peut-être une chose qui pourrait inspirer les jeunes. Si vous vous retrouvez dans une situation où, par exemple, vous avez l'impression d'être seul sur un parcours, et il faut toujours se dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est passé aussi par là et que ça ne doit pas être un facteur de découragement, le fait de se sentir seul dans un certain parcours, que ce soit académique ou professionnel. Et donc, j'ai continué ce parcours. Les amis se moquaient de moi. Les amis que j'ai laissés à l'université de Kinshasa, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, ah, toi, tu fais tes études par correspondance. Tu fais tes Yeah. études par correspondance Parce et qu'en 2004, en 2004, je veux dire que l'Internet à Kinshasa, la pénétration, c'est vraiment peut-être 2002, 2003. Et même jusqu'en 2004, l'Internet n'a pas vraiment pénétré Kinshasa. Donc, si ouais. tu es en train de faire des cours par correspondance en utilisant Internet, c'est déjà du nouveau à l'époque, disons. Oui, oui, à l'époque. Et puis mes amis ne me croyaient pas. Ils pensaient que euh, c'était pas sérieux. Ils se disaient, attends, les études à distance, c'est pas sérieux. Parfois, les diplômes ne sont pas accrédités. Et déjà, à l'époque, je crois qu'il y avait aussi un débat dans le sens où, je ne sais pas si c'est à l'époque ou si c'était après, mais je crois que c'est après. C'était dans le sens où on disait le président avait suivi des cours par correspondance et son diplôme n'était pas reconnu. Ouais. Mais Mais pour moi, parce que je te dis, ce que j'ai appris en une année seulement, en fait, c'était plus que ce que j'avais appris à l'université. Ce que j'avais appris dans ma formation en Afrique du Sud, c'était plus que ce que j'avais appris à l'université de Kinshasa. Et je me suis dit, non, il faut que je continue. Et donc, j'ai continué. Et donc, en 2007, j'ai obtenu mon diplôme. Bon, chaque année, j'avais la possibilité d'aller sur place en Afrique du Sud pour des cours avec les professeurs en rencontrant d'autres étudiants. Et puis après, j'ai reçu l'invitation d'aller à la cérémonie officielle de remise de diplôme. Et donc en juin 2007, je vais en Afrique du Sud pour récupérer mon parchemin. Et là, je rentre. à- Là, je pose un peu le contexte parce que c'est cet événement-là qui a marqué ma carrière, qui a marqué le début de ma carrière dans la gestion des ressources humaines.
parce que j'ai fait une formation en gestion des ressources humaines à l'Université d'Afrique du Sud, University of South Africa. Donc j'ai fini et puis juste quelques mois après, je crois, j'ai obtenu mon diplôme en juin. Bon, je travaillais déjà, hein. J'ai obtenu mon diplôme en juin 2007 et juin, août, septembre, octobre 2016, j'obtiens mon premier poste euh, en tant qu'assistant aux ressources humaines aux Nations Unies à l'époque. Donc, je dirais que cette expérience-là, c'est une expérience qui m'a façonné d'une certaine manière parce que pour étudier à distance, il faut une certaine discipline. Tu imagines dans un contexte, tu es à Kinshasa, tu as un travail à plein temps, parfois il n'y a pas de courant, tu as des devoirs à faire, donc tu as le travail à faire, mais tu as aussi des devoirs à l'école à soumettre. Dans un contexte où le transport est difficile, il faut beaucoup de discipline. Donc il fallait soit travailler très tôt le matin, se réveiller très tôt le matin pour étudier et puis prendre mes notes, soit très tard le soir pour travailler sur mes devoirs. Donc, ce qui m'a façonné aujourd'hui, je pense, c'est, bon, l'une des choses qui m'ont façonné, je pense, c'est d'abord l'autodiscipline dans mes études. L'autodiscipline et l'organisation personnelle dans ce que je fais. Et ça m'a permis au moins d'obtenir ce diplôme et d'apprendre plus que ce que je n'aurais pu apprendre à l'université de Kinshasa, par exemple. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... Moi, j'étais déjà très passionné par la gestion de projets et puis les relations humaines. Et donc, la seule filière que je pouvais faire à l'époque, c'était euh, soit l'économie, soit la gestion des ressources humaines. Or, à la faculté d'économie à Kinshasa, je n'étais pas très satisfait d'abord du niveau de corruption que j'ai vu là. Et j'étais prêt à me sacrifier, à vraiment me donner, me sacrifier et m'autodiscipliner pour avoir un diplôme quand même sérieux, en me formant, en ayant l'impression que je me suis vraiment formé à la fin. Donc voilà un peu, ça c'est une des choses qui m'ont façonné, c'est d'abord l'autodiscipline, mais aussi, je dirais, la détermination dans ce que je poursuis comme objectif. Je voulais absolument obtenir ce diplôme et je ne voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit, OK, même si je ne suis pas dans une université euh, euh, je ne suis pas dans un pays où le système éducatif me permet d'avancer vraiment dans ma carrière. Je vais tout faire pour obtenir au moins un certain un diplôme assez reconnu au niveau international pour que ce diplôme-là m'ouvre des portes au niveau international. Et donc après mon diplôme, il s'est passé quelques années. Bon, j'ai fait d'autres formations, mais j'ai poursuivi un master à l'université de Leicester, toujours à distance. Leicester, c'est là où tu es, David. C'est en Grande-Bretagne. J'ai fait 2 ans à distance toujours pour obtenir mon diplôme de master in Human Resource Management and Training à l'université de Leicester. Non, non, j'aimerais dire que c'est intéressant de savoir que tu as fait ces parcours à distance, en fait. L'Université d'Afrique du Ouais, Sud, l'Université de Leicester, où tu as fait ton master en ligne. Parce que ouais, le contexte aujourd'hui, on a plus accès aux formations en ligne qu'avant, à l'époque, quand mhm, toi tu l'as fait. Aujourd'hui, c'est plus ouais, facile à le faire. Mais on continue à rencontrer des gens qui se plaignent du système éducatif, alors que nous avons Internet, nous avons accès à beaucoup plus euh, de formations qu'avant. Mais en parlant du système éducatif, que penses-tu de notre système éducatif et qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que, par exemple, le gouvernement ou les autorités peuvent faire pour améliorer notre système éducatif? ouais. Moi, je pense que d'abord, le gouvernement devrait adapter le système éducatif au contexte actuel. Parce que le monde change, les choses changent, les réalités changent, les besoins des employeurs changent, le monde de l'entrepreneuriat change.
Et donc, il faut se mettre sur le, en fait, il faut adapter le système éducatif en tenant compte de toutes ces réalités qui changent. Aujourd'hui, quand tu vas par exemple à l'université de Kinshasa, tu te rends compte que c'est un programme qui existe depuis 59. Il n'a pas été mis à jour. Et j'étais très choqué lorsque justement je faisais mon master. J'ai écrit ma thèse sur justement le système éducatif. Comment rendre le système éducatif adapté aux besoins de l'emploi. Parce que le plus grand challenge dans les ressources humaines, c'est de trouver des personnes compétentes qui vont faire le travail et qui vont relever les défis du monde du travail. Et là, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un document qui a été écrit par Newt Gingrich. Newt Gingrich, c'était un des candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis en 2004. Alors, Newt Gingrich a écrit une thèse vraiment intéressante et il n'a jamais été au Congo, mais il a écrit une thèse sur le système éducatif du Congo entre 45 et 60. C'était sa thèse de doctorat à l'université de Tulane. Et moi, dans mes recherches, je suis tombé sur ce document-là. Et dans ce document, il décrit comment le système était fait, au fait. J'essaie de te mettre dans le contexte par rapport à ta question. Le système éducatif, aujourd'hui, il est basé sur ce système-là, qui a été mis en place entre 45 et 60, avant les indépendances. Et l'université de Kinshasa a été créée, je crois, à la première promotion, si je ne me trompe pas, c'était en 59. Donc juste une année avant les indépendances. Et donc ils ont utilisé un système et ils continuent, je ne sais pas si ils ont changé, mais ils continuent à utiliser un système qui est aujourd'hui obsolète, un système qui n'est pas adapté aux réalités, aux réalités actuelles. Par exemple, la digitalisation, par exemple, c'est l'une des choses. La digitalisation du contenu académique, c'est l'une des choses que auquel le gouvernement devrait penser pour adapter le système éducatif. Mais à côté de ça, je crois qu'il faudrait aussi s'assurer que le contenu du système éducatif est adapté aux besoins des populations et aux besoins du pays. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, le capital humain au pays, il est énorme, mais il est pas, on n'investit pas suffisamment dans le capital humain. Le niveau d'éducation est très bas, même au niveau universitaire. Les compétences, je le dis parce que je suis recruteur. Je recrute depuis 2007 et beaucoup de multinationales, par exemple, qui essayent de recruter au Congo, ont du mal à trouver des compétences. Ça, c'est une chose. Autre chose, au niveau même local, lorsque tu regardes les grands projets, par exemple, les projets de construction, tous les projets qu'on voit, mise en place des infrastructures, euh, c'est la main-d'œuvre internationale qui vient travailler sur ça. Pourquoi on fait recours à la main-d'œuvre internationale? Tout simplement parce que on n'est pas sûr d'avoir une bonne qualité de travail en faisant recours à la main-d'œuvre nationale. On n'a pas assez confiance, on n'a pas assez confiance à la capacité du capital humain congolais de faire le travail qu'il faut, avec le professionnalisme qui va avec. Et donc, tout ça, c'est des effets, au fait. La cause principale, c'est le système éducatif qu'il faut changer, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut adapter aux réalités locales. Par rapport à, je dirais, aujourd'hui, quand tu vas à l'université de Kinshasa, par exemple, tu regardes le cursus académique à la faculté d'économie, et je crois dans toutes les facultés, on fait 2 ans pour avoir un diplôme de graduat, je crois. C'est 2 ans ou 3 ans. Voilà. On fait 3 ans pour avoir un diplôme de graduat et puis 2 ans pour avoir une licence. Et puis après, on commence à chercher du boulot. Mais on forme, quand on analyse le contenu de formation, le contenu académique, on se rend compte que les étudiants ne sont pas préparés au monde de l'emploi.
dans leur mentalité, c'est-à-dire le paradigme qui est communiqué à travers le cursus académique, c'est un paradigme de travailleur, et pas n'importe quel travailleur, un travailleur à la fonction publique, puisque c'est comme ça que le système éducatif était imaginé. C'était pour préparer des travailleurs à la fonction publique. Et c'est cette mentalité qui continue jusqu'à maintenant. Tu verras la plupart des étudiants, à la fin de leurs études, ils cherchent un travail. Ils ne créent pas un travail. On n'a pas une université qui crée des entrepreneurs ou qui communique ce paradigme d'entrepreneur pour euh, booster la productivité du pays. On n'a pas ça. Il y a peut-être la faculté de Polytechnique, mais combien d'ingénieurs aujourd'hui sont impliqués dans les travaux du gouvernement ou la mise en place des infrastructures routières? Aujourd'hui, les infrastructures routières au Congo sont une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de route en RDC. On ne Mais peut pas blâmer cela. on a fait appel aux Chinois euh, Oui, pour on a fait construire. appel aux Chinois. Et puis ces Chinois-là, quand tu regardes bien leur profil, c'est généralement des prisonniers qui sont envoyés pour travailler gratuitement. On ne les paye pas, au fait. Bon, je dis n'importe quoi, je n'ai pas de preuves, mais généralement, c'est des gens qui viennent et qui n'ont pas nécessairement, euh, qui ne sont pas des citoyens modèles, si tu vois ce que je veux dire. Euh, bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref, ce que je voulais dire, la main-d'œuvre congolaise n'est pas encore arrivée à un niveau de maturité pour prendre en charge tous les projets d'infrastructure. Et la cause principale, c'est le système éducatif qu'il faut revoir. Je pense que c'est pas seulement l'université de Kinshasa, c'est en fait toutes les universités, je peux dire. Je parle par expérience. J'étais à l'université de Kinshasa, j'étais à l'UPC, j'étais à l'autre. J'ai en fait cette expérience-là. Quand tu parles de la digitalisation, par exemple, de contenu, on n'en a pas. Et même les bibliothèques à l'université, Mm, il n'y en a pas. Je me ouais, rappelle à l'université de Kinshasa, j'étais en Polytechnique, on devait se rendre à Rigini pour trouver des livres, parce qu'on n'avait même pas des livres qu'on avait besoin dans la mm, faculté. Donc, mais disons, ces contextes-là, oui, on comprend bien que notre système éducatif, en fait, ne nous prépare pas à la vie professionnelle. mhm, Mais nous vivons parce que tu parles par expérience. Tu as travaillé avec Nations Unies dans les ressources humaines, ouais, donc tu sais de quoi tu parles. Euh, ouais, mais nous sommes dans cette société qui pense que il faut aller à l'université. C'est en fait signe de réussite. Et on voit la corruption à l'université. On voit les gens dépenser de l'argent, corrompre pour réussir. Il y mhm, a beaucoup de choses en fait. Je ne vais pas aller dans les détails, les filles et consorts, juste pour avoir de points et passer des classes. Euh, Pourquoi passer dans 5 ans de ces challenges, de ces barrières pour à la fin ne pas avoir du boulot, pour à la mhm. fin ne pas être préparé à la vie professionnelle? Quel est ce conseil en fait que tu vas donner, par exemple, à ceux qui veulent y aller, qui veulent passer par ces chemins-là? Comment est-ce que à la fin ils peuvent se démarquer dans le Ouais, contexte actuel? ouais. Euh, Malheureusement, on est obligé de passer par l'université pour avoir ce papier qui est comme une sorte de sésame qu'on va brandir pour que les portes nous soient ouvertes. Malheureusement, on doit passer par là. Et donc, on ne peut pas changer le fait que les gens, pour avoir des postes à un certain niveau, par exemple dans le système des Nations Unies où j'ai passé plus de 10 ans, il faut avoir au moins une licence ou un master. Il faut avoir au moins ça. Que tu l'aies obtenu à l'université de Kinshasa ou dans n'importe quelle autre université, c'est le sésame qui t'ouvre les portes. Et donc, on ne peut pas s'en passer. Mais si on regarde, si on fait un regard peut-être rétrospectif,
Si par exemple je devrais donner conseil au gouvernement, j'espère qu'on ne va pas me couper la tête, qu'on ne va pas me prendre pour un idiot. Je dirais qu'il faudrait écourter le cursus académique. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir une licence, on passe 5 ans. Je vois pas, pour moi, ça se justifie pas de passer 5 ans pour avoir un diplôme de licence. Ailleurs, pour avoir un diplôme de licence, comme ici en Côte d'Ivoire, par exemple, ils passent 3 ans. Et ils font 2 ans en plus pour avoir la maîtrise. Donc, la première proposition que je ferais, c'est d'abord de créer des spécialistes. Aujourd'hui, il y a trop de généralistes dans nos universités. Je donne un exemple. Je vais en 2002, je vais à la faculté d'économie. On me donne le cours de philosophie en premier graduat. Pourquoi? On me donne le cours de civisme. C'est des cours que je dois avoir normalement au secondaire. On me donne des cours comme la méthodologie de recherche. J'ai eu un cours de philosophie en Polytechnique aussi. J'ai eu un cours de C'est pas philosophie en normal. Polytechnique. On te donne le cours de sociologie en premier graduat. Sociologie. Normalement, il y a des cours qu'on devrait donner au niveau secondaire pour que, au niveau universitaire, il y ait des spécialistes. Si tu fais l'économie, tu étudies l'économie, à la fin de ton cursus universitaire, tu deviens économiste. Tu t'embrouilles pas avec des cours qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. J'étais aussi à la faculté d'économie en Afrique du Sud. J'ai vu le cursus et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de cours qui ne sont pas nécessaires. Et la différence entre le cursus académique en RDC et le cursus académique en Afrique du Sud est qu'on te prépare, à la fin, on te dit voilà ce que tu vas être. On te donne les outils, on te donne non seulement les outils, mais aussi les compétences. À l'université aujourd'hui, l'université de Kinshasa, on t'aide pas à acquérir des compétences, on t'aide à acquérir des connaissances. Et je te coupe pas la Tu vois là? parole. Et j'ai parlé à une Ouais, amie qui est diplômée à l'université en économie. ouais. Euh, je lui ai posé la question, tu travailles déjà? Non, je travaille pas, je cherche le travail. Tu cherches du travail en quoi? Je dis, elle était incapable de m'expliquer ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Donc, je cherche seulement un travail, que ce soit des organismes internationaux, que ce soit des organisations. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Elle était incapable de m'expliquer ce qu'elle est capable de faire. Ouais. Tu vois, ça, c'est un exemple criant de, de, de certains défis auxquels nos universités font face en RDC. Et donc, cette incapacité à aider les étudiants à acquérir des compétences, c'est un gros problème. Ça fait qu'à la fin, le taux de chômage des jeunes est très élevé. Si je dois partager par exemple mon expérience à l'Université d'Afrique du Sud, déjà en première année, on me donnait des projets concrets. Donc on m'a mis dans la peau d'un gestionnaire des ressources humaines. On m'a mis dans la peau d'un recruteur. On me donnait des exercices. Imagine déjà, pendant ces années-là, on me met dans la peau de quelqu'un qui recrute à distance. Déjà, à l'époque, on parlait de remote working, à l'époque déjà. Bon, aujourd'hui, les gens sont étonnés en fait, les gens commencent à parler du télétravail aujourd'hui. Mais à l'époque, on faisait déjà des exercices sur le télétravail. Comment recruter les personnes à distance et comment leur permettre de travailler à distance. Déjà à l'époque, on parlait de ça. Donc, En fait, j'ai travaillé sur un mhm, projet comme ça. mhm. Et à la fin, juste un projet, il y a eu beaucoup de projets. À la fin, je me suis vraiment senti capable de travailler comme gestionnaire des ressources humaines. J'avais les compétences. J'avais non seulement la connaissance, mais aussi la compétence qui m'a préparé à soit créer moi-même un cabinet, soit aller travailler quelque part.
C'est ça normalement que c'est à ça normalement que le gouvernement devrait travailler et revoir le système académique dans le sens où on aide les étudiants à acquérir des compétences pour être prêts à travailler dès qu'ils reçoivent leur diplôme de licence ou leur diplôme de maîtrise. C'est ça qu'il faut faire. Il faut rendre la chose beaucoup plus pratique, Ouais. pragmatique En pour fait, que les gens c'est soient. ça. Moi-même, je suis étudiant à l'université de Leeds où je suis en train d'étudier le business management. Et la Mm. différence étant, j'ai été étudiant à l'UNIKIN, j'ai été étudiant à l'UPC. Et maintenant, je suis étudiant à l'université de Leeds. Et la différence, en fait, entre l'éducation au Congo et l'éducation à l'étranger, même en Afrique du Sud dont tu parles, c'est que la formation, elle est beaucoup plus pratique. Ouais, On ne pose pas des questions sur des définitions. Ce n'est pas la mémorisation. On ne teste pas ta mémorisation. On teste en ouais. fait ta capacité à faire quelque chose. Tu vois? C'est-à-dire que durant même à la première année, ce n'est que des essais. Il faut écrire des essais, il faut écrire des Mhm. projets. Et ce qui te pousse Ouais, à aller lire, à aller apprendre, lire plusieurs choses pour pouvoir écrire ce projet. On ne teste pas ta mémoire si tu as retenu la définition ou qui était président en telle année. Non, on teste ta capacité à prendre plusieurs données, à le mettre ensemble et à créer un projet. Et je pense que c'est ce qui ouais. fait la différence. Il faut être honnête. On le dit, quand quelqu'un a étudié à l'étranger, il vient au Congo, il a plus d'avantages que ceux qui ont étudié en termes d'emploi, ceux qui ont étudié au Absolument. Congo en termes d'emploi. Mais tu peux voir cette différence parce que l'éducation de l'autre côté, elle est plus pratique. Et l'éducation chez nous, c'est beaucoup plus la mémorisation, c'est quoi la Mhm. définition c'est quoi la statistique. On s'en fout de la définition de la statistique. On s'en fout de définir un cours ou quoi que ce soit. Ayant passé plus de 10 ans dans les ressources humaines, tu as compris en fait qu'est-ce qui manquait aux Congolais. Qu'est-ce qui nous manquait en fait pour avoir de l'emploi, être Mhm. prêt professionnellement. Et tu as créé, tu as créé un projet pour Ouais. pallier à ces problèmes-là. Et ces projets s'appellent Bridge. Parle-nous un peu de Bridge, de la genèse. Parce qu'à t'entendre parler, moi je comprends que l'idée de Bridge est venue après que tu aies vu tout ce que tu as vu dans les ressources humaines. Comment est-ce que nous n'étions pas en mesure de concurrencer les autres? Et Ouais. tu es venu avec le projet Bridge. Parle-moi en fait du projet Bridge. Alors, l'idée de Bridge est née lors d'un voyage que j'ai effectué à Kananga, c'est au centre du Congo. J'allais recruter un comptable pour l'organisation pour laquelle je travaillais. Donc, j'arrive à Kananga, je lance l'avis de vacances de poste, et là, je vois 70 personnes qui postulent. Parmi les 70 personnes, il y avait 68 qui venaient à peine de finir leurs études universitaires. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient plus de 3 ans d'expérience dans la comptabilité et qui avaient un diplôme en comptabilité. Et donc, je me dis, c'est pas la peine, je ne veux pas interviewer juste 2 personnes. Et là, je rentre chez moi, je me dis, ah, il y a urgence, je ne peux pas rentrer à Kinshasa sans montrer que j'ai quand même fait un résultat. Donc, j'appelle les 2 personnes. Non, je voulais dire, je ne peux pas rentrer à Kinshasa sans résultat. Donc, j'appelle les 2 personnes, je fais l'entretien d'embauche avec eux. Je n'étais pas satisfait. Mais puisqu'on courait après le temps, j'étais obligé de prendre une décision et recommander la sélection d'un des candidats que j'avais interviewé, puisque je courais après le temps, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais rentrer dans ma chambre d'hôtel, j'ai pas pu dormir parce que quand je regardais les CV des jeunes là, je n'ai pas pu fermer l'œil toute la nuit. Toute la nuit, j'ai pas pu fermer l'œil. Et je réfléchissais à une chose.
comment créer une plateforme pour permettre à ces jeunes au moins d'avoir une première expérience. Parce qu'à l'époque, au Congo, il n'existait pas, à ma connaissance, il n'existait pas une ONG ou une plateforme qui permettait aux jeunes d'acquérir leur première expérience professionnelle. À moins que je ne sache pas. C'était en 2014. À ma connaissance, ça n'existait pas encore. J'ai fait des recherches par-ci, par-là, ça n'existait pas. Ce que j'ai pu voir, c'est peut-être des jeunes qui finissaient les études et qui s'engageaient dans des projets communautaires, dans des ONG, et à partir de là, ils acquéraient leur première expérience. Et donc, l'idée de Bridge est née cette nuit-là. Je me suis mise à écrire un blog. J'avais créé un blog à l'époque. Je me suis mise à écrire et puis ça venait comme ça, j'écrivais. Et puis après, bon, à 3 heures du matin, je suis allé dormir. Et le matin j'avais voyagé avec un ami, un collègue à l'époque qui était comptable. Paco, tu dois le connaître. Oui, je connais Paco. Oui, et donc le matin, pendant qu'on prenait le petit-déj avec Paco, j'ai dit, mais Paco, je pense que j'ai pas pu dormir hier à cause à cause des candidatures que je lisais. Donc, je lui partage mon idée, je lui dis, je voudrais qu'on crée quelque chose, je voudrais qu'on crée une plateforme, ça va être une plateforme en ligne où on va créer des partenariats avec des entreprises pour placer les jeunes, pour qu'ils fassent du volontariat. Au moins, après la période du volontariat, au moins, ils vont mettre sur leur CV qu'ils ont au moins une année d'expérience en tant que volontaire. Par contre, on me dit, ah non, mon cher, tu vas faire ça au Congo? Il me dit, non, ça va pas marcher. En fait, c'est le fait qu'il m'ait dit que ça n'allait pas marcher, c'est ça qui m'a encouragé, au fait. Donc, bon, j'ai pas continué à parler avec Paco. J'ai pas continué à parler avec lui parce que il m'avait découragé. Mais je rentre tranquille avec ma petite idée écrite quelque part. Et un jour, j'étais dans mon bureau, je vois un email dans le forum des anciens boursiers, Yali. Je vois un email qui circule et là, c'était, je crois, Patricia Zolantima. Je ne sais pas si tu connais Oui, je connais Patricia. Patricia. Oui, je connais. Oui. Patricia Zolantima partage un email. Elle dit, OK, il y a la fondation Bill Clinton qui recherche des idées sur, sur comment résoudre le problème de l'emploi des jeunes au monde. Si vous avez des idées, le lien est là, mettez cette idée euh, en ligne pour qu'ils évaluent ça et puis ils vont vous donner le feedback. Bon, quand j'ai vu ça, on parlait de l'emploi des jeunes, l'idée était déjà là. Ce que j'ai fait, c'est juste copier-coller. J'ai copié-collé l'idée dans la plateforme et puis c'était une plateforme sur openideo.com. OpenID. Ouais. Oui, c'était sur openideo.com. Et là, j'attends. Le lendemain, je vois un commentaire. Ah, votre idée est bonne. Est-ce que vous pouvez élaborer? Je mets un autre commentaire. Je vois encore un autre commentaire. Ah, élaborer un peu. Après 2 semaines, je vois les organisateurs de ce challenge, parce que c'était un challenge en ligne, qui disent, qui mettent mon idée parmi les 22 meilleures idées sur 352 idées, je crois, soumises à travers le monde. Et là, je me dis, mais attends, il y a du potentiel dans cette idée. Donc, on peut travailler sur un projet, on peut créer quelque chose vraiment de concret. Je ne voudrais pas juste que ça s'arrête au niveau de l'idée. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de concret. Et cela coïncidait avec un appel à projet, je crois, venant de l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis demandait que les membres du réseau soumettent un projet pour résoudre un problème social, n'importe quel problème social.
Et donc, c'est là que, voilà, euh, il y a Gloria de Yali, Orphée, après toi, après Gloria m'a introduit à toi, David, et il y a eu Roger, bon, et tu connais la suite. On a essayé de mettre en place un projet pour aider les jeunes à obtenir de l'emploi à travers le volontariat. Et je crois que c'est ton idée, David. C'est ton idée de dire ajouter l'entrepreneuriat social, je crois. Ouais, donc Oui, pour le contest, en fait, pour ceux qui nous suivent, tu as oui, posté l'idée pour le Clinton CGI, la oui, fondation Bill Clinton en ligne. oui, Tu as posté l'idée parce que c'était un concours, un challenge. En même temps, à Kinshasa, à l'ambassade des États-Unis, il y avait ces concours où il y avait 20 000 $ de prix à gagner oui, pour le meilleur projet des jeunes, mais on devait travailler en groupe. On était tous en oui, fait part de ces réseaux-là et on a formé en oui, fait deux groupes. Et dans notre groupe, nous avons sélectionné ton idée et moi j'ai juste pensé qu'on pouvait l'améliorer parce oui, que l'idée c'était beaucoup plus aider les jeunes à avoir du travail. Mais il y a certains jeunes, je pensais, il y a certains jeunes qui veulent être entrepreneurs. Et c'est à ces mhm, moments-là que nous avons inséré le projet entrepreneuriat social oui, à Bridge. Et, oui, et les projets à gagner, en fait, c'était ça a oui, gagné le premier prix, le projet Bridge. oui, Donc, voilà. Il y avait Orphée, il y oui, avait Gloria Mangoni, Orphée Tamba, il y avait oui, Paco, Jim. ouais, il y avait Roger Mbouillou. Oui, et il y avait Paco qui ne croyait pas à l'idée au départ et Ouais, qui a fini par devenir notre comptable du projet. c'était magnifique. Parle-nous un peu plus du Clinton Global Initiative avec le président Bill Clinton. Oui, alors voilà le projet dont je parle, le concours dont je parle, le concours qui était organisé sur openideo.com était sponsorisé par la fondation Clinton. Et donc, l'idée, c'était de dire, OK, les trois meilleures idées qui seront sélectionnées par OpenIDEO, les trois personnes qui auront soumis les meilleures idées seront invitées par le président Clinton aux États-Unis, à New York, pour qu'il reconnaisse ces idées en face de potentiels sponsors et collaborateurs. Donc, au même moment, je crois que c'était le même jour où on soumettait l'idée à l'ambassade des États-Unis. C'était le même jour qu'on recevait l'email de confirmation que, je ne sais Ouais. pas si tu te rappelles Ouais, ce ouais, jour-là, ouais, c'était, ouais, je sais, je sais. C'était le même oui, jour en oui, fait. Et tu c'était le n'étais même même pas jour. là parce que tu devais voyager et tu n'étais même pas là à la remise de prix de l'ambassade parce que tu étais aux États-Unis. Oui, oui, oui. Oui. Et donc, le jour où on soumettait, tu te rappelles, le jour où on soumettait le projet à Mhm. l'ambassade des États-Unis, je reçois l'email de CGI pour me dire, voilà, tu es invité. C'était un jeudi, je crois, un mercredi ou un jeudi soir. L'email qui disait que j'étais invité aux États-Unis. Je devrais être aux États-Unis le samedi, la même semaine. Ouais, ouais, je me rappelle. Ouais. Et donc, euh, c'est de là que tout est parti. Je suis parti à New York, j'ai rencontré le président Clinton. Il a reconnu cette idée en face des gens. On nous a mis en contact avec des sponsors potentiels, mais ces sponsors n'ont jamais donné d'argent. Bon, je ne m'attendais pas à de l'argent, hein. Je voulais juste faire la différence dans mon pays parce que c'était un problème assez pressant. Le problème, le problème est plus profond au fait que l'emploi des jeunes. Le problème se situe au niveau des compétences comportementales. Les compétences comportementales, c'est ça aujourd'hui qui est le plus recherché dans le monde du travail. Et donc, bon, c'était 3 jours à New York. J'ai rencontré Clinton, j'ai rencontré Jack Ma, j'ai rencontré plein de gens qui étaient invités à l'époque. C'était aussi la première fois que je voyais le président Obama. J'ai aussi vu plein d'acteurs comme
comme Idriss Elba ou comment il s'appelle? Le fondateur de Matt Damon, tous ces Madame. gens-là, Leonardo Ouais. DiCaprio, tous ces gens-là étaient là et j'étais juste ébloui de me retrouver parmi ces gens-là. Il y avait aussi des présidents de la République qui étaient là pour participer. Et moi, ça m'a beaucoup, disons, inspiré. J'ai vu beaucoup de potentiel dans ce projet. Et une fois rentré à Kinshasa, j'étais vraiment déterminé à ce que toute l'équipe, on travaille ensemble pour s'assurer de la réussite du projet parce que le projet avait beaucoup de potentiel. Bon, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Bridge est non seulement une ONG, mais aussi Bridge est devenue une entreprise internationale. C'est une entreprise qui est basée aux États-Unis, qui est basée ici en Côte d'Ivoire, mais au Congo, c'est encore une ONG, c'est pas une entreprise. Donc voilà, maintenant Bridge a une autre mission aujourd'hui. Bon, Bridge fonctionne dans la même mission, mais c'est une entreprise qui n'est plus euh, 100% ONG. C'est une entreprise qui est aujourd'hui une entreprise à but lucratif, mais on a toujours cet aspect entrepreneuriat social. Parce que par exemple, on accompagne les jeunes à faire passer leur carrière au niveau supérieur, mais à moindre coût. C'est pas les mêmes prix qu'on propose à, à, à des adultes qui ont déjà quelques années d'expérience. Donc voilà un peu le projet. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, si Très c'est assez bien. clair. Très bien. Donc maintenant, Bridge est basé en Côte d'Ivoire. Dis-moi Oui. maintenant, pourquoi la Côte d'Ivoire? Alors, au départ, au départ, j'avais pas prévu de venir en Côte d'Ivoire. Au départ, mon idée, c'était de m'installer aux États-Unis parce que bon, j'ai créé Bridge aux États-Unis. Et donc, j'étais aux États-Unis lorsque la mission des Nations Unies de la Côte d'Ivoire me propose un contrat pour faire partie de l'équipe qui allait fermer la mission. Bon, j'étais déjà fatigué avec le système des Nations Unies. Je me disais, OK, je vais créer quelque chose où je vois vraiment l'impact de ce que je fais. Et là, je vois l'offre qui vient, on me propose, j'ai jamais postulé à ça, mais on me propose, est-ce que tu peux venir puisque on doit fermer la mission, on a vu ton expertise et tout. Donc, j'accepte de venir en Côte d'Ivoire. Je quitte les États-Unis, je viens en Côte d'Ivoire. Je fais 2 ans en Côte d'Ivoire. J'aide la mission à fermer. C'était la mission de maintien de paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Donc, on a fermé la mission, on a aidé les gens à être placés par-ci, par-là dans d'autres missions à travers le monde. Mhm. Après, je me pose la question, OK, est-ce que je rentre aux États-Unis ou est-ce que je rentre au Congo ou est-ce que je reste en Côte d'Ivoire? Bon, comme j'aimais la Côte d'Ivoire, comme c'était une première expérience, je voulais tenter l'expérience ivoirienne. Après avoir tenté l'expérience congolaise et américaine, j'avais décidé de m'installer en Côte d'Ivoire pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire et le reste, c'est de l'histoire. C'est super. Je n'avais pas cette information-là. J'apprends beaucoup de choses. C'est intéressant. Alors, dis-moi, Bridge, Côte d'Ivoire, Bridge, maintenant, tu as un partenariat avec Franklin Covey. Euh, Ouais. En quoi ça consiste en fait? Parle-nous un peu de ces partenariats avec Franklin Covey. Oui, alors je parle d'abord de Franklin Covey. Franklin Covey, c'est un des 20 top cabinets du monde sur le leadership. Il a été classé parmi les 20 cabinets au monde, 20 meilleurs cabinets au monde qui enseignent le leadership et qui aident les organisations à atteindre des résultats qui nécessitent le changement du comportement humain. Comme c'est quelque chose qui me parle, le changement du comportement humain et l'acquisition des compétences comportementales, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de créer un partenariat pour représenter Franklin Covey ici en Côte d'Ivoire. Et donc en 2017,
après avoir créé Bridge ici en Côte d'Ivoire, je suis entré en contact avec Franklin Covey pour demander les modalités du partenariat et discuter sur la possibilité de les représenter ici en Côte d'Ivoire. Et bon, ils m'ont dit que c'était pas grave, hein, qu'il fallait juste que je remplisse quelques paperasses et que je paye les frais de licence. Ah, parce que c'est un modèle de franchise, si tu vois ce Ok, que je ouais, veux dire. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et bon, j'ai pris une partie des économies que j'avais mis à côté pour, euh, pour signer le contrat de franchise avec Franklin Covey. Je suis allé aux États-Unis encore pour la certification parce qu'il faut être certifié avant de Ouais. pouvoir. Bon, ils font le due diligence pour regarder ton profil, pour regarder si tu as l'expérience requise pour mieux vendre leurs solutions. Mhm. Après, ils t'acceptent s'ils sont à l'aise avec ton profil et ton expérience. Ils te font passer par une interview s'ils sont à l'aise avec ça et puis bon, vous Mhm. signez le contrat. Mais avant de signer le contrat, tu vas aux États-Unis, tu suis à l'époque, hein, maintenant avec Covid, les choses changent un peu. Ouais. À l'époque, il fallait aller à Salt Lake City, où se trouve le quartier général de Franklin Covey. On a fait une certification sur toutes les solutions, sur comment, sur la méthodologie d'accompagnement des entreprises, sur la méthodologie de formation et sur comment vendre le contenu de Franklin Covey, comment l'adapter au contexte local. Donc c'est tout ça. Bon, il y a des livres qui vont avec, il faut lire des livres, il faut se Mhm. certifier, il faut se former encore une fois. Et donc voilà, donc depuis 2017, nous représentons Franklin Covey ici en Côte d'Ivoire en vendant, en aidant les organisations à atteindre des résultats en termes de chiffre d'affaires ou en termes bon, en termes d'atteinte des objectifs. Euh, Ces résultats nécessitent le changement du comportement humain. Mhm. C'est-à-dire, si les gens veulent, par exemple, euh, parfois quand on analyse bien les problèmes qui surgissent dans les entreprises, par exemple, manque de productivité qui a un impact sur le chiffre d'affaires, parfois c'est juste un problème de communication dans les équipes ou ça peut être un problème de leadership, par exemple. Le leader n'a pas peut-être toutes les compétences requises pour booster la productivité de l'équipe. Parfois, c'est un problème qui se passe au niveau individuel. Au niveau individuel, les gens ne sont pas efficaces. Ils n'ont Mhm. pas tous les outils, ils n'ont pas les compétences et surtout, ils n'ont pas peut-être l'état d'esprit pour être efficaces. Et donc, nous, on les accompagne en leur donnant tous ces outils, en les aidant à acquérir toutes ces compétences, mais aussi en les aidant à adopter un certain état d'esprit dans leur travail. Et donc, voilà le travail que je fais depuis 2017 jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, Bridge est en train d'élargir son spectre de services. On ne se focalise pas uniquement sur la formation, on touche maintenant au recrutement. On veut recruter pour les entreprises. Et notre stratégie, bon, je ne vais pas étaler ma stratégie ici, mais, mais on se dit que les personnes conformes sont des potentiels travailleurs. Donc, on peut les connecter aux entreprises qui ont besoin de talents. Donc, on utilise une stratégie qui consiste à former, préparer le talent, préparer des pipelines de talents qu'on peut ensuite proposer aux entreprises et diversifier nos services dans ce sens-là. Donc, Ouais. voilà un peu en bref, quoi. Ouais. Donc, en parlant de Bridge, l'initiative, ce qu'on a fait en fait, le projet qu'on a exécuté à Kinshasa, l'initiative consistait à recruter plus de 100 jeunes. Nous avons recruté plus de Ouais, 100 jeunes, euh, des diplômés d'État, des gradués, des licenciés que nous avons recrutés. Ils ont été formés, leur CV amélioré et ils ont été placés ensuite dans des entreprises.
là où Ouais, ils ont travaillé comme volontaires. Ils n'étaient pas payés, mais le projet supportait leur transport pendant ouais, 3 mois, la plupart. Et il y a certains qui ont trouvé de l'emploi comme ça, qui ont été retenus dans ces entreprises. Et ouais. donc, on peut dire que le projet était vraiment un succès. Mais actuellement, je sais que tu es maintenant plus actif sur Internet. J'ai lu ton blog sur LinkedIn souvent et j'aime vraiment le contenu. Euh, Quelle est ton approche maintenant avec les technologies? Comment est-ce que tu utilises les technologies euh, pour faire avancer ce que tu fais? Et comment est-ce que les gens peuvent te trouver? Oui, alors je suis présent sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn, comme tu l'as dit. On peut me trouver à partir de Jean-Marc Mercy sur LinkedIn. Vous tapez Jean-Marc Mercy, Mercy, Jean-Marc. Vous me trouverez sur LinkedIn. J'ai une newsletter que je publie régulièrement où j'aborde euh, différentes thématiques qui touchent au développement de carrière et au développement des compétences. Et bon, j'ai aussi, nous avons aussi un site web www.bridgehr.org. C'est le site web où les gens peuvent avoir accès à notre plateforme en ligne. On est en train de travailler sur un contenu qu'on est en train de mettre à jour au fur et à mesure. Il y a un contenu de formation sur les compétences comportementales. Ce n'est pas des compétences techniques, hein. Je dois préciser, compétences comportementales. Ce n'est pas des formations métiers, mais c'est des formations qui sont transversales, qui touchent tous les métiers, mais qui consistent à transmettre des compétences comportementales comme l'esprit d'équipe, la productivité, tout ce qu'on a comme compétences comportementales. Vous pouvez trouver ça sur notre plateforme. C'est sur bridgehr.org. Nous sommes aussi en train de développer une application mobile. C'est encore au niveau bêta. Non, mais c'est une application mobile qui est liée directement au site web. Mais l'idée, c'est de créer une application qui est autonome, à travers laquelle les jeunes, par exemple, peuvent accéder à des contenus de formation euh, pour, euh, pour booster leur productivité, pour acquérir de nouvelles compétences, pour avoir des opportunités de stage ou des opportunités d'emploi. Donc, c'est sur cette plateforme qu'ils pourront avoir ça. L'application existe déjà, mais en mode bêta jusque-là. Si vous allez sur le site web, vous verrez un bouton qui vous montre comment aller sur l'application et la télécharger à partir de votre téléphone mobile, iOS ou Android. Donc voilà, je suis aussi sur Facebook, c'est le même nom, Jean-Marc Mercy. Et bon, j'ai aussi un site web personnel, jeanmarcmercy.com, mais pour le moment, il est en maintenance, donc il n'est pas actif. Mais pour m'avoir, vous pouvez aussi m'écrire des emails. Je crois que David, tu vas peut-être mettre ça dans Ouais, le ouais, lien ouais. du... On va mettre tout le contact Instagram, Twitter, Ouais, Facebook, LinkedIn. Il y aura tout le contact pour atteindre et les sites ouais, web en question. Donc, il n'y a ouais, pas de ouais. souci par rapport à ça. Travailler au Congo, c'est très difficile. Trouver un travail au Congo, c'est très difficile. Se frayer un chemin au Congo, c'est extrêmement difficile. Et donc parfois, euh, il faut sortir des sentiers battus. Il faut penser aux solutions qui sont pas comme une ligne droite. Il faut passer par des zigzags, mais il faut aller toujours de l'avant. C'est le premier conseil. Sortez des sentiers battus. Ne dépendez pas uniquement du système qui existe. Créez un système. Créez votre système. Par exemple, Bâtissez votre propre carrière. donne-moi un exemple. Par, bon, par exemple, au Congo, il ne faut pas nécessairement attendre que le travail vienne du gouvernement. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que on te propose un poste. Il faut Hmm. créer, au fait. Il faut créer, il faut se frayer soi-même un chemin.
il faut apprendre, il faut acquérir de nouvelles compétences, surtout sur les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, on peut vendre à n'importe qui au monde. Avec l'Internet aujourd'hui, on peut créer quelque chose et le vendre à n'importe qui au monde, dans tous les pays du monde. Ouais. Donc, ne dépendez pas nécessairement du travail traditionnel où vous allez dans un bureau, vous asseyez, vous faites un travail et le soir vous rentrez. Aujourd'hui, on est en train de définir, le monde est en train de redéfinir la notion du travail. La notion du travail est en train d'être redéfinie et donc adaptez-vous à ça. Sortez des sentiers battus, créez, acquérez des compétences et créez votre propre travail. Vendez les choses. Mhm. L'agriculture, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Mhm. Le Congo est un pays, on a trop dit ça, on a dit que le Congo a beaucoup de potentiel, on a trop répété cette phrase-là. Maintenant, il faut passer à l'action. Créer avec ce qui existe et vendez ce qui existe à d'autres personnes. Aujourd'hui, là, je suis en train d'élaborer sur sortir des sentiers battus. Ouais. Aujourd'hui, le Congo fait partie de plusieurs communautés économiques, comme la communauté de l'Afrique de l'Est et même la communauté de l'Afrique australe. Qu'est-ce qu'on vend à ces communautés? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on vend de concret à ces communautés? Moi, je trouve que c'est une opportunité pour les Congolais, les jeunes Congolais, de se réveiller et de penser à ceux qui peuvent vendre à ces communautés. Qu'est-ce qu'ils peuvent vendre aux Ougandais, aux Kenyans, aux Rwandais, aux Tanzaniens? Que ce soit le produit agricole, que ce soit un service, que ce soit, peu importe ceux qui vont vendre, il faut qu'ils trouvent, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que le gouvernement leur dise de faire quelque chose. Il faut qu'ils sortent des sentiers battus. Ça, c'était mon premier conseil. Mhm. Deuxième conseil, je dirais, n'arrêtez pas d'apprendre. N'arrêtez pas d'apprendre. Ce qu'on apprend à l'université n'est pas suffisant. Ce qu'on apprend à l'université n'est plus adapté au monde actuel. Donc, il faut continuer à apprendre, surtout les nouvelles technologies. Apprenez les nouvelles technologies et vendez ce que vous savez en utilisant les nouvelles technologies. Troisième conseil, euh, je dirais, c'est un conseil qui a plutôt trait au comportement, pardon, aux compétences comportementales. Soyez authentique. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Restez vous-même. Les Congolais aujourd'hui à l'international sont connus pour leur authenticité. Ils sont eux-mêmes. Ils manifestent leur culture. Restez authentique. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, mais améliorez vos compétences comportementales. Améliorez votre culture. Améliorez-vous. Cherchez toujours à apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour qui passe, lisez des livres. Écrivez des livres. Il n'y a pas assez d'écrivains au Congo. Donc, il faut écrire, il faut apprendre et puis écrire. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'écrire. Tu vois, par rapport à ce que tu as fait, tu as participé à un projet, tu as écrit un projet qui a gagné un prix international tout en étant au Congo. Ça veut dire que c'est faisable, ok? Ouais. Tu étais au Congo, tu as étudié euh, en ligne, en correspondance. C'est faisable. Tu as eu des diplômes, Université d'Afrique du Sud, Université de l'Est, tout en étant au Congo. C'est faisable. Et tu as travaillé avec les Nations Unies, qui est considéré comme le meilleur employeur au Congo. Et tu as acquis de l'expérience et tu as fait ce que tu as fait. Ça veut dire que tu es une inspiration en fait pour le jeune. Et on doit savoir. Et c'est ça en fait ma mission. Et je suis content que tu aies accepté de venir discuter avec moi par rapport à ça, par rapport au projet Bridge. Je sais que nous avons fait le projet Bridge Initiative. L'initiative à Kinshasa, c'était en 2015. Et Mhm. c'était vraiment intéressant parce que nous avons vu de jeunes qui avaient des CV, qui ne savaient même pas écrire un CV, des licenciés qui ne savaient même pas écrire un CV parce que ce n'est même pas enseigné à l'université, Ouais. améliorer leur CV, savoir comment est-ce qu'ils devaient présenter leur CV et participer à l'emploi.
et décrocher de l'emploi là où ils étaient Mhm. placés. C'était vraiment satisfaisant de voir que nous pouvions arriver à produire de tels résultats, ce qui était vraiment excellent. Et, et voilà. Et Bridge, il est là. On va publier toutes les informations relatives à Bridge HR basé en Côte d'Ivoire. Je travaille avec Franklin Covey et voilà, je suis vraiment ravi que tu viennes. Si tu as un dernier mot. Oui. Un dernier mot par rapport à Bridge, puisque tu en parles. Hmm, Bridge ne sert pas uniquement les Ivoiriens. mhm, Bridge, c'est une entreprise qui est maintenant internationale, et je le dis parce que c'est une entreprise qui est aussi enregistrée aux États-Unis. hmm, Donc, en tant que tel, on peut servir les clients à travers le monde entier. Donc, ceux qui sont intéressés, par exemple, à bénéficier de nos services de coaching de carrière, ils peuvent en bénéficier en ligne. Et hmm. s'ils se posent des questions, par exemple, par rapport au paiement, tout est disponible. On utilise tous les moyens possibles de paiement, que ce soit le paiement par carte mobile ou par transfert bancaire ou par PayPal ou par paiement, par paiement mobile. Tout est disponible. Donc, c'est pas parce que Bridge est en Côte d'Ivoire que c'est fermé aux Congolais. Et puis, Non, en non. plus de ça, il y a l'initiative qui est sur place. On a besoin des volontaires, ceux qui Ouais. sont passionnés, ceux qui sont passionnés par la cause de l'emploi des jeunes. On a besoin d'eux. Si vous voulez donner de votre temps pour faire avancer l'initiative, vous êtes les bienvenus. On vous invite, venez, écrivez-nous ou laissez un commentaire sur la plateforme du podcast ou écrivez à David. En tout cas, on est disponible sur les réseaux sociaux. On sera très ravis de, 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 de vous accueillir parmi nous. Ok, Donc dis-nous un voilà. peu, dis-nous alors, ce que fait Bridge, par exemple, qu'est-ce que Bridge offre aux entreprises et aux particuliers? Parce que c'est comme Bridge est une entreprise internationale, ça veut dire que vous offrez vos services à l'international, que ce soit au Congo, que ce soit, c'est partout, en Afrique, Ouais, ouais. en Europe, partout. Dis-nous un peu ce que Bridge offre aux entreprises, l'offre des entreprises et puis l'offre aux particuliers. OK. Pour l'offre particulier, on fait essentiellement de l'accompagnement de carrière. C'est ce qu'on fait essentiellement. C'est-à-dire, on aide les gens à faire passer leur carrière au niveau supérieur. Alors, il y a trois catégories de personnes qu'on aide. On aide les étudiants, évidemment, qui veulent entrer dans le monde du travail. On aide ceux qui travaillent, qui ont moins d'années d'expérience, qui veulent passer au niveau supérieur. Mais on aide aussi les managers à développer leurs compétences managériales et à être de meilleurs leaders. Donc, voilà ce qu'on offre. Et maintenant, en parlant de la troisième offre aux individus, elle est aussi destinée aux entreprises, puisque les managers sont dans les entreprises. Et donc, on a toute une panoplie de formations qu'on propose aux entreprises pour aider les managers à être plus efficaces, à être de meilleurs leaders et à aider leur organisation à atteindre des résultats concrets qui nécessitent le changement du comportement humain. On offre aussi des services de recrutement en ligne. Donc, on a une plateforme où on peut soit mettre cette plateforme. En fait, la plateforme, c'est un système de gestion de processus de recrutement qu'on met à la disposition des entreprises s'ils veulent, par exemple, gérer leur processus de recrutement à l'interne, on va leur vendre la souscription, ou bien s'ils veulent qu'on, qu'on, qu'on gère le processus de recrutement pour eux, ils nous donnent les informations, on gère le processus et ils payent le service. Donc voilà un peu en bref ce qu'on fait. Il y a autre chose que je dois mentionner. On va se voir encore pour parler, pour essayer d'aider les autres, d'aider les jeunes, surtout ceux qui cherchent à avancer dans leur carrière et ceux qui finissent l'université, les aider pour avoir un travail. Donc voilà, Bridge est là. Si vous avez besoin d'évoluer,
dans votre carrière, vous avez fini vos études, vous avez besoin d'avoir une direction, allez sur le site bridgehr.org, bridgehr.org. Donc, vous avez toutes les informations et nous allons mettre toutes les informations pour contacter Jean-Marc, les réseaux sociaux